Donc, Monsieur le Président de la communauté de communes et conseiller départemental, Messieurs les représentants de la gendarmerie, Mesdames et Messieurs les représentants des sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs les présidents et membres d'associations, Mesdames et Messieurs les dirigeants des entreprises locales, commerçants et artisans, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames et Messieurs, chères Lardinoises, chers Lardinois, bienvenue à toutes et à tous à ce traditionnel rendez-vous auquel vous nous faites l'amitié de participer. 2023 a été une année éprouvante et une bien triste année pour nous tous. Le 14 décembre dernier, 105 salariés de Condat recevaient leur lettre de licenciement après, pour certains, une trentaine d'années de travail dans cette entreprise, dans leur entreprise. Depuis l'annonce le 20 juin de cette terrible nouvelle, nous avons eu de cesse, les uns et les autres, syndicats, personnels, élus de tous bords, de nous battre, chacun à son niveau, chacun avec ses arguments, pour essayer d'éviter cette situation dramatique qui a conduit, je le rappelle, à l'arrêt de la ligne 4, dernière ligne de production de papier couché double face en France, et à la suppression de 174 postes. Je profite de cet instant pour avoir une pensée particulière pour toutes les personnes licenciées. Et je me permets de reprendre la citation de Paul Fort. La vie nous donne toujours une seconde chance qui s'appelle demain. Aujourd'hui, la pérennité du site et des 206 emplois qui restent reposent sur la seule ligne 8 qui fabrique de la glacière. L'avenir nous dira s'il s'agit d'un marché porteur ou pas, comme énoncé par l'entreprise. Face à cette situation, un plan de redynamisation du territoire a été mis en place conjointement entre l'État, au travers du dispositif rebond industriel, le groupe l'État, dans le cadre de l'obligation légale du plan de revitalisation, la région, au travers de ses différents dispositifs d'aide, et l'intercommunalité, dans le cadre de sa compétence économique et de son budget d'aide aux entreprises du territoire, soit une enveloppe de un peu plus de 4,5 millions d'euros destinée à aider au développement, aux investissements des entreprises du pays du Périgord noir, afin de pouvoir reclasser les 105 personnes licenciées. Le cabinet Ernst & Young, mandaté par l'État, dans le cadre du dispositif rebond industriel, a, à ce jour, visité 22 entreprises et recensé 46 projets d'investissement pour un montant de 48 millions d'investissements, soit la création potentielle de 164 emplois. Par ailleurs, la cellule économie de la communauté de communes travaille avec Périgord Développement au niveau des sous-traitants de Condat, touchés de plein fouet par cette décision du groupe Lecta, pour essayer de trouver des solutions pour pérenniser leurs activités. Des pistes sont en cours. Nous avons la chance d'avoir un territoire attractif et dynamique, situé entre deux sorties d'autoroute et reconnu pour sa qualité de vie et ses sites touristiques. Des atouts qui, j'en suis sûre, nous permettront de rebondir. Qui plus est, vous le verrez tout à l'heure, nous avons de nombreux projets pour le Lardin et de nombreux porteurs de projets qui, au fil du temps, transformeront notre petite ville et la rendront plus attractive. 2023 a été une année compliquée au niveau local, et malheureusement, cela n'a pas été mieux au niveau national et international. D'abord, au niveau national, économiquement, nous avons dû faire face à une forte augmentation de l'inflation. En effet, la crise Covid avait mis le pays à l'arrêt
Puis en sortie de crise, la demande est repartie à la hausse. Ces tensions offre-demande génèrent des hausses de prix. Au niveau international, s'est rajoutée la guerre Russie-Ukraine, qui a complètement déstabilisé le marché mondial de l'énergie. Pétrole et gaz dont les cours se sont envolés, engendrant une hausse de l'inflation pour atteindre des niveaux de 1985 entre 5 et 10%. Cette même guerre, qui devait être une guerre éclair, dure toujours et fait de part et d'autre des milliers de morts. 500 000 morts est le chiffre annoncé par les médias, avec les conséquences économiques et sociales désastreuses que peut générer une guerre. En octobre 2023, c'est le Proche-Orient qui s'est embrasé. Tout ceci crée des tensions géopolitiques mondiales auxquelles nous ne pouvons rester insensibles. Et c'est dans ce contexte local, national et international compliqué que les collectivités comme les entreprises et comme tout un chacun doivent s'adapter et continuer à avancer. Comme je vous l'avais annoncé, l'année 2023 aura été l'année de mise en chantier. Chantier que vous pouvez visionner sur le diaporama qui défile et qui, pour certains, verront le jour dès 2024. Alors, nous avons déjà eu le démarrage de la réflexion de l'ancien kilomètre 48, dont l'inauguration devrait avoir lieu pour Pâques si les travaux avancent normalement. Nous avons également lancé la réflexion du groupe scolaire, dont la fin des travaux est prévue pour août 2024. Nous avons également fait la réflexion de la salle des fêtes, première tranche, notamment au niveau de la toiture, avec une mise hors d'eau du bâtiment. Nous avons amélioré les conditions de vie au manège des pitchouns, suppression du pont thermique avec pose d'isolation et de lambris, réfection du sol avec pose d'un sol en résine. Nous avons également procédé à la modernisation de l'éclairage public. En effet, la commune s'est engagée en lien avec le SDE 24 sur une programmation sur 10 ans. Cette année, la première tranche a été exécutée. Nous avons finalisé le schéma de défense incendie de la commune. Les conventions avec les propriétaires fonciers ont été signées. Les bâches ont été commandées et seront installées courant du premier trimestre 2024 en fonction des aléas climatiques. Je remercie le SNDE 24 pour la mise à disposition du terrain et pour son concours pour l'aménagement du terrain derrière le château d'eau au niveau de la bonneterie. Nous avons également mis en sécurisation du carrefour avec la réfection des feux tricolores qui étaient devenus obsolètes, engendrant des pannes régulières, et nous avons également procédé au marquage au sol afin de diriger les flux des véhicules. Nous avons procédé à la numérisation des 3 cimetières qui a été finalisée et mise en place avant la Toussaint. Et la sobriété énergétique s'est imposée à nous. Ainsi, depuis septembre 2023, les éclairages sont éteints de 22h30 à 6h du matin, sauf dans les 22 points laissés en permanent. La municipalité a ainsi lancé au total 3 millions d'euros d'investissement, dont 1,6 million ont été engagés sur la seule année 2023. Outre ces investissements, nous nous sommes attachés à assurer le bon fonctionnement de la collectivité et la continuité du service public, à commencer par le fonctionnement du centre municipal de santé. La désertification médicale est un problème récurrent qui nous touche tous. Et comme chacun le sait, la recherche de médecins, de dentistes, de spécialistes est le lot quotidien des collectivités, quelles qu'elles soient. Communes, communautés de communes, départements. Il faut mettre tous les atouts de son côté pour les attirer et ensuite pour les garder. Nous avons eu très peu de mouvements de personnel sur 2023. Nous avons à ce jour 4 médecins salariés, soit 3 équivalents temps plein. Car depuis novembre 2023, M. Tabano a rejoint l'équipe médicale à raison de 2 jours par semaine. De ce fait, nous sommes en mesure aujourd'hui d'accueillir de nouveaux patients à ce jour. Au niveau dentaire, le docteur Emma Palmada a débuté un congé maternité courant novembre 2023 et reviendra en mai 2024. Elle sera remplacée dès ce lundi 8 janvier par une jeune diplômée, Fleurette Lanné, dont le contrat s'interrompra au retour de Emma Palmada. Nous souhaitons la bienvenue
à ces deux nouveaux praticiens. Au niveau de la crèche municipale, en 2023, le taux d'occupation était de 100% des places, soit 20 enfants maximum. Et pour 2024, la tendance est la même. Toutes les places sont pourvues et nous devons même refuser des réservations, traduisant ainsi le succès et la qualité de ce service public. À l'aube de cette nouvelle année, je veux maintenant évoquer l'avenir et les projets. Malgré le contexte compliqué que je vous ai décrit, tout à l'heure, nous irons de l'avant tout en restant prudents et vigilants face à l'évolution de la conjoncture pour mettre en œuvre des projets structurants pour notre commune. Tout d'abord, concernant le restaurant La Verrerie, 2024 sera consacré à l'aménagement des parkings extérieurs et aux finitions du restaurant avant l'ouverture au printemps. Concernant la salle des fêtes, ici même, deuxième tranche. Suite à l'audit énergétique que nous avons demandé au SDE 24, dans le cadre de son nouveau dispositif direct pour la rénovation énergétique des bâtiments communaux, notre projet a été retenu, avec 5 autres communes qui sont Alain-Sébeaulieu, Bertric-Buré, Fleurin, Lys et Vallaujon. De ce fait, la maîtrise d'ouvrage sera assurée par le SDE 24, qui subventionnera les travaux à hauteur de 5%, en plus du fonds vert et de la DETR de l'État, ce qui devrait nous conduire à un taux de subvention de travaux à hauteur de 50%. Le coût des travaux est en cours de chiffrage, nous ne sommes pas en mesure à cette heure de vous donner le coût estimatif global. Dans cette deuxième tranche, il s'agira essentiellement de l'isolation extérieure et intérieure du bâtiment, du changement des menuiseries, du changement du mode de chauffage et de la réfection du sol. Alors, les associations l'auront compris, nous devons encore, sur le milieu de l'année, interdire l'accès à la salle de fête. Et nous vous remercions d'ores et déjà pour votre compréhension. Dès que nous connaîtrons la date de démarrage des travaux, nous ne manquerons pas de vous en informer. Concernant le groupe scolaire, en 2024, nous allons finaliser les travaux en cours. La réception des travaux aura lieu courant de l'été et la rentrée scolaire s'effectuera donc dans les nouveaux locaux. Concernant la pose de panneaux photovoltaïques, comme prévu, les panneaux seront posés sur la salle des fêtes, sur le groupe scolaire et le gymnase. Après la pose de renfort des diagonales du gymnase, les panneaux photovoltaïques seront posés simultanément sur l'ensemble des toitures, vraisemblablement courant du second semestre 2024. Ensuite, nous avons un projet d'étude et d'aménagement des quartiers des Malétines, des Abeilles et de l'avenue de la Promenade. Comme nous nous étions engagés, nous attachons une importance à l'amélioration du cadre de vie de nos administrés. C'est pourquoi, sur 2024, nous allons lancer une consultation pour le choix d'un bureau d'études et présentation des projets aux riverains de ces quartiers sous forme de réunions publiques. Après concertation avec les résidents, les dossiers de demande de subvention pour les travaux d'aménagement seront donc déposés fin 2024. Nous allons également procéder à l'audit énergétique du bâtiment de la Poste. De même que pour le bâtiment de la salle des fêtes, nous avons demandé dans le cadre du dispositif direct du SDE un audit énergétique pour le bâtiment de la Poste. Cet audit sera réalisé courant 2024 en vue de la rénovation énergétique de ce bâtiment. Concernant la modernisation de l'éclairage public, nous allons continuer la modernisation de l'éclairage public et nous allons faire sur 2024 la deuxième tranche. Concernant la défense incendie, nous allons continuer la pose des bâches et la réfection des poteaux incendie pour mise en sécurité des habitations non défendues à ce jour. Je vous rappelle que ce programme court jusqu'en 2029 et concerne 30 lieux sur toute la commune. Nous avons procédé, fin 2023, à l'achat de terrain en Martré. Celui-ci sera cédé à titre gratuit début 2024 à Périgord Habitat en vue de l'agrandissement du lotissement avec la construction de 7 à 8 logements supplémentaires. Je vais maintenant vous parler de la réhabilitation de l'hôtel Sauté. Même s'il s'agit d'un projet privé, de résidence senior sociale et solidaire, sur lequel la municipalité a beaucoup travaillé,
je souhaite vous informer de son avancement. La société Hexagone a acheté en mars 2023 l'hôtel Sauté et toute la propriété foncière s'y rattachant. Les promesses de vente ont été signées avec Madame Devalois et Madame Bonnet pour les garages et l'immeuble jouxtant le parcellaire du groupe Hexagone. Les dossiers de consultation des entreprises seront finalisés sur tout début 2024 pour un démarrage des travaux courant 2024. Je vous rappelle que ce sont des investisseurs privés et ce sont eux les maîtres d'ouvrage, la collectivité n'ayant plus à ce stade aucune implication directe. Je vais vous parler maintenant du lotissement de Beaulieu. Il y a longtemps, vous n'avez pas entendu parler de ce lotissement, même pour certains, je crois que jamais ils en ont entendu parler. C'est un projet qui avait été abordé dans les années 2004-2005 et ensuite abandonné. Donc, face à la demande importante de logement sur notre commune, la municipalité travaille sur ce projet depuis son installation en 2020, au travers de recherches d'investisseurs divers. Je suis en mesure de vous dire aujourd'hui que ce projet est repris en main par l'actuel propriétaire avec qui je suis en contact régulier. Courant 2024, le projet sera finalisé avec possibilité d'achat de terrain à bâtir et ou de lotissement sur ce même parcellaire. Parallèlement à ces grands projets, nous travaillons sur l'amélioration du cadre de vie de notre commune. Comme je vous l'avais expliqué l'an dernier, nous travaillons sur le projet de réhabilitation de l'ancienne cimenterie. L'ANCT, Agence nationale de cohésion des territoires, a décidé de nous accompagner dans ce projet au travers du financement d'une étude qui a été menée sur 2023, portant sur l'étude de faisabilité urbaine et programmatique tenant compte des contraintes de sol et de ruissellement, portant sur la faisabilité économique du projet et portant sur la recherche d'investisseurs potentiels. Les résultats de l'étude de sol sont aujourd'hui connus et ne sont pas bloquants pour la continuité du projet. Seuls quelques aménagements devront être apportés. À ce jour, nous avons sollicité le service des domaines afin d'obtenir une estimation de la valeur d'achat des terrains. Nous sommes en attente de cette dernière. Parallèlement, nous avons entamé des discussions avec l'EPF Nouvelle-Aquitaine, établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine, dans l'éventualité d'un portage du projet par cet organisme. Les discussions sont en cours. Je veux également vous parler de la Flo-Vélo. La Flo-Vélo, c'est une véloroute voie verte qui part de l'île d'Aix et qui arrive au Lardin et qui se terminera en 2024 à Sarlat. Le taux de fréquentation sur notre portion de parcours est estimé à 15 000 vélos annuels, qui sont des consommateurs potentiels. C'est pourquoi nous nous positionnons sur 2024 pour que notre commune soit labellisée aire de service, avec de légers aménagements à réaliser dans le parc de la mairie, pour que les vélos qui stationneront puissent accéder plus facilement à nos commerces. Courant 2023, nous avons matérialisé au sol la voie verte et non une piste cyclable, comme je l'entends souvent. Celle-ci, je le rappelle, est provisoire, en attendant le réaménagement de la traverse du bourg et la création de véritables pistes cyclables. Cette matérialisation au sol est pratiquée dans de nombreuses autres agglomérations charentaises notamment, et on y apportera quelques petites modifications en ce début d'année. Investissement, projet d'aménagement, la gestion et la vie de la commune passent également par son animation, à laquelle nous attachons de l'importance. En effet, la vie associative, culturelle et sportive est le poumon d'une commune, et nous l'accompagnons au travers de subventions de fonctionnement. Le Lardin Saint-Lazare compte à ce jour 30 associations culturelles et sportives. 3 nouvelles associations ont été créées en 2023, ce qui montre le dynamisme de notre commune et l'importance de l'animation dans nos petites collectivités. Je saisis l'occasion pour remercier tous les dirigeants et bénévoles qui s'investissent tout au long de l'année et la population lardinoise pour sa participation. Je veux maintenant aborder avec vous
les nouvelles animations culturelles et sportives de 2024. À partir de cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir la Périgordine qui a installé son siège social au Lardin Saint-Lazare et qui va continuer d'organiser les 8 et 9 juin prochains la course cyclo-sportive. Et à partir de cette année, les 20 et 21 avril, va inaugurer le Tour de Dordogne, dont le départ sera au Lardin Saint-Lazare. Pour les seniors, nous avons sollicité le département au travers de son dispositif Seniors à nous la forme, qui consiste à mettre en place des activités physiques adaptées et des ateliers de prévention santé pour les plus de 60 ans. Ces activités sont entièrement gratuites, financées par le département. Les séances ont lieu tous les 15 jours en alternance avec Tenon. Elles sont débutées en octobre et perdureront sur 2024. À ce jour, nous avons 27 inscrits. N'hésitez pas à participer à ce dispositif. Le mois d'avril sera riche en événements, puisque le 14 avril, au musée de l'Industrie, aura lieu la fête du verre, avec différentes animations, souffleurs de verre, sculpteurs de verre, sculpteurs sur l'étal avec une forge mobile, un cracheur de feu, etc., etc. Les 27 et 28 avril, l'USV organisera l'Ovalito, qui est le pendant du Mondialito, organisé à Condat pour le foot, soit une compétition pour les jeunes qui font de rugby de 14 ans. Le 23 juillet 2024 accueillera le lancement du festival Rêve en Vézère dans le très beau cadre du château de Perrault, avec la pièce de Molière Georges Dandin, jouée par la troupe des Compagnons du Lys en partenariat avec l'association Patrick Tourtoir. Cette pièce sera suivie par la possibilité de visite nocturne des jardins du château. Et enfin, le 21 décembre 2024 verra le retour du trail du Père Noël en nocturne à partir de 19h30. À cette occasion, je remercie l'association ASPR Running de Saint-Ravier qui, à notre demande, a bien voulu reprendre en main cette belle manifestation sportive. Je pense vous avoir résumé les principales manifestations et les principaux travaux réalisés à ce jour et les projets à venir qui n'obèrent en rien la qualité des manifestations qui ne sont pas listées mais ô combien aussi importantes dans la vie de notre commune. 2024 sera dans la continuité de notre programme. Cependant, nous devrons faire preuve de prudence dans les budgets à venir, du fait des augmentations de charges importantes que nous subissons au même titre que chacun et chacune d'entre nous, et du fait des différentes réformes de l'État qui conduisent les collectivités à avoir de moins en moins de ressources tout en ayant des charges qui continuent à augmenter, ce que l'on appelle banalement l'effet ciseau. Enfin, on peut rajouter les contraintes d'aménagement du territoire qui s'imposent à nous. Le ZAN, zéro artificialisation nette, d'ici 2050, soit une diminution de 50% des surfaces construites sur la période de référence 2011-2020 qui vont être prises en compte dans l'élaboration du PLUI d'ici 2025. Tels sont les exemples de contraintes que nos collectivités ont à ce jour. Mais n'ayez crainte, la municipalité est toujours aussi motivée et poursuit son action en toute responsabilité pour le développement et la qualité de vie du Lardin Saint-Lazare. Dans ce contexte, nous continuerons, malgré tout, notre programme de développement au travers des programmes d'investissement que je vous ai cités, améliorant ainsi la qualité de vie pour l'ensemble de nos habitants de tout âge. Tout ce projet est le fruit et le travail de toute une équipe et de toute la population participant au projet. Aussi, je vais en arriver aux remerciements. Et si la liste n'est pas exhaustive, veuillez m'en excuser, mais un merci sincère à vous tous. Mes premiers remerciements vont à mon équipe municipale et aux employés communaux pour leur investissement, leur dévouement et leur sérieux à votre service tout au long de l'année. Je tiens tout particulièrement à souligner le bon travail réalisé au niveau de la réfection de la salle des fêtes, en régie, par les services techniques, et je les en remercie.
Un grand merci à tous les bénévoles et au Club du 3e âge pour leur aide dans la confection des décorations de sapin de Noël. Mes remerciements vont également aux différentes associations qui s'engagent maintenant chaque année pour que la semaine du Festival des Arts et des Mets soit une réussite. Je remercie également la direction de la communauté de communes et ses différents services, le service urbanisme, le service assainissement, le SIAS, France Service, qui nous apportent leur précieuse aide tout au long de l'année avec sérieux et professionnalisme. Et bien sûr, je remercie la cellule économie qui me supporte toute l'année. Mes derniers remerciements iront à l'équipe des Petites Mains, qui, sous la houlette de Nadine Pierson et Françoise Lacoste, ont travaillé d'arrache-pied pour régaler nos papilles tout à l'heure. Cette nouvelle année promet d'être intense et permettez-moi de penser qu'elle ne pourra être meilleure que 2023 pour notre commune. Nous arriverons à la hauteur de ce que nous voulons, à condition que chacun y mette du sien. Je reprendrai ici la citation de Léo Buscaglia. Le monde est rempli de possibilités. Et du moment qu'il y a des possibilités, il y a de l'espoir. Nous pouvons seulement perdre l'espoir lorsque nous refusons de voir les possibilités. Alors, je formule pour notre commune mes vœux de solidarité et de prospérité. La municipalité vous souhaite à toutes et à tous une très belle année, faite de santé, de plaisir d'être ensemble et du bonheur de vivre lors des sénateurs. Alors, comme vous le savez, j'ai plusieurs casquettes. Donc, je vais prendre la deuxième et je m'arrêterai là. Je vais donc vous parler très brièvement du département. Alors, je vais vous donner quelques brèves informations sur le fonctionnement du département. Les sujets seront plus largement développés lors de la présentation de nouveaux personnels des conseillers départementaux du canton de Périgord-Loire le mercredi 31 janvier à Thonon, auquel vous êtes naturellement conviés. L'année 2024 risque d'être également compliquée pour le département. L'action sociale représentant 40% des charges de fonctionnement, soit 302 millions d'euros sur un budget global de 743 millions d'euros. En transférant la compétence au département, l'État n'a pas accordé les moyens nécessaires au financement des prestations individuelles de solidarité que sont l'APA, la PCH et le RSA. La situation risque de devenir difficile. En outre, les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux que l'on prélève sur chaque transaction immobilière, ont chuté de 22,6% en 2023 pour venir à 64 millions contre 91 millions en 2022, obérant l'équivalent de l'épargne annuelle du département, montant qui lui permet de financer les projets d'investissement. Cette situation est d'autant plus inquiétante que les départements n'ont plus de moyens d'action en termes de fiscalité, puisque ces derniers n'ont plus de levier fiscal. Ils ne perçoivent plus la taxe foncière transférée à la commune en compensation de la taxe d'habitation supprimée. Les départements seront-ils amenés à se recentrer sur leurs seules compétences obligatoires, que sont les solidarités, les collèges et les routes? On est en droit aujourd'hui de se poser cette question. Concernant la déviation de l'IA, ce que l'on peut dire à ce jour, c'est que depuis le 10 décembre 2019, l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux a enjoint le département à procéder à la démolition des éléments d'ouvrage construits. Dans la mesure où cette décision de justice présente le caractère d'une décision passée en force de la chose jugée depuis le 29 juin 2020, le département procède actuellement à la démolition de ces éléments. Et en même temps, le département a présenté un nouveau projet de boucle multimodale d'accès aux deux rives de la vallée de la Dordogne. Ce projet sera débattu ce lundi 8 janvier en session départementale extraordinaire. Nous vous en dirons donc plus le 31 janvier.
Je tiens tout de même à remercier l'ensemble de l'Assemblée départementale qui nous a soutenus tout au long de nos interventions pour nous aider à essayer de garder notre fleuron industriel. Une motion dénonçant la décision de fermeture de la ligne de production du papier couché au sein des papeteries Condat a d'ailleurs été votée à l'unanimité le 29 juin dernier. Je vais donc maintenant m'arrêter et laisser la parole au président de la communauté de communes. Je vous renouvelle une dernière fois tous les meilleurs vœux pour 2024. Merci. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les responsables des administrations, messieurs les présidents, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les Lordinoises et Lordinois, madame le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, merci pour votre invitation de présentation des vœux à la communauté de communes. Ils sont nombreux, je vois les conseillers communautaires, les vice-présidents, les administratifs de la communauté de communes être venus à ces vœux, ce qui prouve l'attachement de la communauté de communes au projet des communes, et ici tout particulièrement à ceux de la mairie du Nord. Alors, de bonnes nouvelles, dès aujourd'hui, il ne pleut plus dans cette salle, c'est déjà bien, on peut s'y réunir sans risquer de prendre froid. Et comme vous êtes nombreux, on ne peut que prendre chaud. Et deuxième bonne nouvelle, la voix de Madame le maire a tenu jusqu'au bout. Deuxième bonne nouvelle. Et comme elle a dit beaucoup de choses, ça va vous permettre exceptionnellement d'être très court. Voilà, en général ça fait rire, mais c'est des fois vrai. Alors, l'année a été une année difficile, tu l'as dit, donc je ne vais pas reprendre donc les crises sanitaires, géopolitiques, climatiques, économiques, sociales, bien sûr, une pensée aux papeteries et dans les crises locales. Donc tout ceci fait qu'il doit y avoir une implication forte de l'ensemble des élus de ce territoire et tout particulièrement de la communauté de communes qui doit accompagner les projets communaux. Alors la liste des projets, j'ai entendu, écouté, regardé, sont assez importants. Donc félicitations à l'équipe municipale pour avoir déjà fait autant de choses et en prévoir autant. On essaiera de vous accompagner dans tous vos projets, que je ne vais pas reprendre, mais qui sont très très nombreux sur le Lardin, comme sur l'ensemble du territoire. Alors la communauté de communes, je me répète un petit peu, parce qu'on ne sait pas toujours à quoi ça sert, on ne sait pas toujours ce que c'est, bien que de plus en plus, nos petites revues, notre communication vous amène à préciser un peu ses compétences, ses fonctions. Vous allez donc, Francine l'a dit, il y a les vœux des conseillers départementaux à Thonon le 31, c'est un mercredi. Et le jeudi 18, vous êtes aussi invités aux vœux de la communauté de communes qui auront lieu encore dans cette superbe salle du Lardin, où la communauté de communes vous invite tous aux vœux de la communauté de communes. Alors, à quoi ça sert la communauté et quelle est la collectivité qui intervient à côté des autres institutions et qui accompagne les mairies? Alors, celle qui vient en aide à nos concitoyens désemparés aujourd'hui par les démarches administratives, par tout ce qui est aujourd'hui dématérialisé, c'est la communauté de communes par l'intermédiaire de France Service. Et je vois les hôtesses de France Service qui sont là et je les remercie au nom de l'ensemble de la population pour tout ce qu'elle fait. Qui c'est qui porte les repas, qui aide nos aînés dans la vie quotidienne quand ils ont un peu d'âge? Eh bien, c'est les aides à domicile, que je remercie aussi. Les aides à domicile, c'est 100. Alors, c'est pas 100 dames, c'est 99 dames et un garçon. Pauvre garçon. Voilà. Mais c'est aussi beaucoup de remerciements
puisque même à des périodes difficiles du Covid, ils n'ont jamais arrêté de travailler, et aussi bien l'aide, les toilettes, les ménages, le portage de repas, tout ceci est fait. Pour ceux qui se promènent, des fois on a un peu de retard pour couper l'herbe, mais c'est nous qui entretenons aussi les sentiers de randonnée et qui engageons la transition écologique. Tu as parlé quelques mots des difficultés de l'urbanisme, et certes il faut qu'on installe des entreprises, et tu as donné un certain nombre de dispositifs, rebond industriel, plan de revitalisation financé par l'État, la région, l'État, mais il faut aussi assurer une attractivité des résidences, et on se bat pour que notre plan local d'urbanisme intercommunal ne soit pas trop draconien. Alors les maires en savent quelque chose. Je suis pas sûr qu'on va recevoir des compliments, même si on n'y est pour rien, car il va falloir diminuer la loi ZAN dont tu as parlé, c'est 50% des terrains qui ont été consommés, qui doivent être consommés dans la prochaine période 2020-2030. Alors en fait, on a commencé, et les services urbanisme sont là, je vois M. Malo, qui a cette lourde tâche de jongler entre les lois et vos demandes et les demandes des élus, qui lui mettent la pression, en disant c'est pas possible, il faut dire oui à ce monsieur, il faut dire oui à cette entreprise, c'est lui qui répond, mais je peux pas, la loi m'interdit. Donc c'est très très compliqué à gérer tout ça. Donc notre projet, qui est totalement raisonnable, diminue par 6 les terrains qui seront consommés entre 2020 et 2030 par rapport à ceux qui étaient entre 2010 et 2020, et ça ne suffit pas encore. On nous dit qu'on est trop dépensier de terrain. C'est quand même absolument exceptionnel. La même journée, on reçoit un coup de fil du préfet qui nous dit déposer un projet pour créer une zone d'activité financée dans le cadre de rebond industriel, et la même semaine, on reçoit une note en nous disant qu'il ne faut plus faire de zone d'activité pour la sobriété foncière. Donc voilà le grand écart sur lequel nous faisons sur... Et je vous dis pas, dans les partages, les enfants ont hérité d'un terrain constructible et que je vais aller leur dire, ou Mano, que j'enverrai d'ailleurs, vaut mieux que ce soit lui que j'envoie, pour dire votre terrain est plus constructible, je suis pas sûr que je vais recevoir des fleurs. Voilà. C'est comme ça. À une période où à la radio et à la télé on voit des inondations, et c'est nous aussi qui avons la compétence GEMAPI qui lutte contre les inondations. L'emploi et l'innovation, Madame la vice-présidente en a assez parlé, on a un fonds, on est la seule interco de coin à avoir un fonds économique, et tous les mois ou tous les 2 mois, on se réunit avec tous les intervenants du monde de l'économie pour aider les entreprises et créer des emplois. Alors, les 174 emplois de papeterie, on sait ce que ça veut dire. Parallèlement, TRS, c'est une centaine d'emplois qui ont été créés. Mondial Relais, ça va commencer à 30, mais ça devrait terminer à 70. Ici, il y a une piste importante, on ne va pas dévoiler, d'entreprises qui devraient s'installer au Lardin. Il y en a une autre qui vient de racheter une entreprise et qui va développer du monde sur la zone d'activité de Lignassou. Hautefort, on a acheté aussi des terrains. Maintenant, on est en train d'acheter, mais on a un petit problème, là encore, c'est que ces terrains sont sous l'œil vigilant de la direction des recherches archéologiques, ce qui va dire qu'il va falloir faire des fouilles pour voir si on ne trouve pas un petit vase en porcelaine, qui date du néolithique, et si c'est le cas, on va falloir trouver des solutions. Voilà. Je vois les gens de l'habitat aussi, j'en ai vu aussi, c'est notre compétence. Quand vous voulez rénover vos logements, vos maisons, où vous voulez investir, mais il faut venir au guichet unique de la communauté de communes qui vous accompagne dans cette politique de l'habitat. Voilà, en gros, et j'avais d'autres fiches, mais je les garderai pour les prochains vœux. Voilà, et donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année. Tous mes vœux, que 2024 soit meilleur que 2023, et gardons l'espoir, quand on se bat, on arrive toujours à s'en sortir. Donc merci de votre accompagnement, bonne année.
passer au petit buffet, on va procéder à une remise de médailles. Voilà, donc, qui sont donc les médailles d'honneur régionales, départementales et communales à deux de nos agents de collectivité. Donc, je vais demander à Michel Stocco et Olivia Roman de bien vouloir nous rejoindre. Est-ce qu'il marche? Vous m'entendez? Alors je vais rester là. Je vais lire. Voilà. Bon, alors j'avais inversé, mais bon, c'est bon, c'est rétabli. Alors, Madame Olivia Roman, vous êtes donc auxiliaire de puéricultrice de classe normale, reçoit la médaille d'argent pour 20 ans. Olivia a pris ses fonctions à la mairie du Jardin-Saint-Lazare le 29 août 2005 en tant qu'auxiliaire de puéricultrice au sein de la crèche. Très investie dans ses fonctions auprès des enfants, son expérience et sa connaissance nous assurent un travail de grande qualité. Merci Olivia pour ces 20 ans. Bravo. Alors Michel, technicien principal de première classe, reçoit la médaille Vermeil pour 30 ans de service. Michel, oui, 30 ans, oui, c'est pas, hein. On dirait le premier de la classe, mais non, mais non. Michel a pris ses fonctions le 1er novembre 1993 à la mairie du Jardin-Saint-Lazare. Il est responsable des services de la restauration scolaire et de l'entretien des bâtiments communaux. Il est également en charge du suivi de la formation des agents de la collectivité. Il manage sa brigade et son service avec dévouement. Ses qualités de cuisinier sont très appréciées par les enfants. On a beaucoup de chance. Merci Michel. Merci. Chacun de chefs, je peux les mettre contre le lot et ensuite, écoutez, vous aurez qu'à vous approcher du buffet. Merci à toutes et à tous et bonne année.